Marie-Ève Doyon et moi, on est en train de chialer sur les billets d'avion qui coûtent une beurrée. Cet été, même pour des destinations où généralement on se ruine pas, là. Québec-France, mettons, c'est pas généralement c'est pas les billets d'avion les plus chers. Moi, je vais en Finlande dans un mois. Ça m'a coûté, puis j'ai pris les options, là, gros patapouf, là, avec l'espace pour les pieds, machin. Ouais. Ça m'a coûté 2300 aller-retour, ce qui est pas déraisonnable pour une destination scandinave. Quand même. Là. Exact. Bon. Moi, en fait, je suis allée au Danemark. Ça m'avait coûté beaucoup moins cher, mais c'était en très basse saison. Là. Il y a un an et demi, je suis allée au Danemark. Mais avec un vol aussi qui me faisait faire un arrêt à gauche, un arrêt à droite. Là. Ça, c'était un petit peu plus tannant. Mais ça coûtait moins cher en basse saison. T'étais partie de Montréal? J'étais partie de Québec. Moi, je pars de Québec. Je fais effectivement un arrêt à Toronto, un autre à Stockholm, puis après, c'est Helsinki. Mais c'est le prix à payer pour partir de Québec, là, en quelque sorte. Tout à fait. Et passer par Toronto, mais je te souhaite la meilleure des chances, puisque c'est l'aéroport où est-ce qu'il y a le plus souvent des retards, des déplacements. Ça dépend toujours de la ligne aérienne qu'on utilise. Là. Mais ça demeure un risque. Mais puis les employés au guichet font pas preuve de la plus grande compassion non plus quand tu arrives tout dépité parce que t'as raté ton vol pour Tokyo ou Pékin, puis il faut que tu attendes 18 heures avant de prendre le prochain. Puis oui, c'est vrai. C'est malheureux. Vancouver, Toronto sont bons là-dedans, faire rater ton vol. Ils sont bons là-dedans. Puis, mais là, tu vas faire, c'est ça, la run du taxi, alors que dans d'autres circonstances, moi, j'ai choisi de faire un vol vers la Bretagne directement de Montréal. Et ça aussi, c'est quand même prohibitif. Fait que, donc, toi, c'est direct, c'est ça? Oui. Montréal-Nantes. Tu nous as dit, c'est ça? Okay, Montréal-Nantes, parce que malheureusement, j'ai eu l'excellente idée de voyager autour des Jeux olympiques de Paris. Fait que même me rendre à Paris, après ça, il fallait trouver des billets de train pour s'en aller vers la Bretagne. Ouais. Puis les billets de train étaient quasi tous vendus. En tout cas, toutes les catégories accessibles étaient vendues. Fait que là, quand il faut que tu rajoutes 200 € pour te rendre jusqu'à ta destination, 200 € pour revenir dans l'autre sens, tout ça fait que voyager est devenu de plus en plus prohibitif. Ouais. Par contre, on le fait pour des bonnes raisons aussi. Puis sortir de chez nous, ça ouvre les esprits. Bien sûr. Mais ça t'a coûté une beurrée, hein? On ne dira pas le prix. Là, non, mais ça coûte 2008 $ pour voyager en classe poulet, sans extra et sans longueur de jambes pour grandes personnes, puisque je ne suis pas très grande. Pour aller en France. Bref. Dernière chronique aujourd'hui, Marie-Ève, puis on a décidé qu'on parlerait un peu de l'été de nos politiciens provinciaux. C'est pas un été, c'est-à-dire que la rentrée politique en septembre sera pas exceptionnelle. Il n'y a pas un scrutin prévu bientôt au Québec. C'est un long mandat avec un gouvernement qui est bien en place, là, qui a une majorité forte. Ceci dit, il y a quand même des événements politiques qui attendent il y a des courses à la chefferie dans 2 partis au moins. Québec solidaire se cherche une co-porte-parole, une co-chef. Une co-porte-parole. Co-porte-parole, oui, c'est ça. Et il y a les libéraux qui auront une course à la chefferie en 2025 également. Je ne sais pas quelle saison, c'est au printemps. Le lancement de la course se fait en janvier. Non? Oui, c'est ça. Dans un an exactement. Alors, la course à la chefferie va être déclenchée officiellement en janvier, puisqu'elle est déjà commencée, comme on le sait. Et le scrutin chez les libéraux va avoir lieu le 14 juin de l'année prochaine. Donc, dans exactement un an. Mais la course est déjà lancée. Là. Bon, je veux qu'on parle de l'été et de ce à quoi devraient réfléchir, selon toi, les chefs de parti pendant la belle saison, en vue de la rentrée politique en septembre. On peut commencer avec M. Legault. Il a besoin de repos, je pense, en tout cas. M. Legault, moi, je lui donne des vacances. Oui. Alors, je l'envoie pas dans un camp d'équitation, je l'envoie pas non plus à la plage de Champlain. Je lui fais des suggestions, justement. J'ai réfléchi à ça tout à l'heure et je lui suggérerais de lire, entre autres, We the Others, qui a été traduit, Nous les autres, qui est un livre de la chroniqueuse journaliste politique Toula Drimonis, qui écrit dans la région de Montréal, qui est bilingue, qui est de descendance grecque, mais qui est de 2e génération ici à Montréal et qui a écrit, entre autres, sur son parcours d'immigrante. Et je propose à M. Legault de faire une lecture comparée puisque j'ai toute intention de faire cette lecture également parce que j'ai des contacts avec Toula assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et la question du traitement des personnes immigrantes dans le discours politique au Québec m'inquiète beaucoup. Quand j'entends le premier ministre faire une allocution le 24 juin, la fête nationale des Québécois, et centrer une portion
portion de son discours sur son inquiétude sur ce qui arrive à Montréal, sur l'anglicisation et de faire porter tous les maux de l'univers aux personnes immigrantes. Je comprends que le premier ministre a un combat avec le fédéral sur les seuils d'accueil, notamment de personnes réfugiées, puisque les réfugiés arrivent beaucoup à l'aéroport Montréal-Trudeau et sont peu redistribués sur le territoire. Et le Québec accueille plus que sa capacité de personnes réfugiées ou de demandeurs d'asile, parce que là-dedans, pour obtenir un statut de réfugié, encore faut-il que le dossier soit traité et que la personne ait un jugement final, puis que si elle n'est pas reçue, puis qu'on détermine que sa demande n'était pas légitime, mais qu'ensuite de ça, on corrige sa situation, soit pour le faire revenir par une demande légitime d'immigration ou encore le retourner dans son pays d'origine. Le premier ministre a fait beaucoup son pain et son beurre dans les 2 dernières années, entre autres sur la question du combat envers Ottawa, à savoir combien d'argent le Québec devrait recevoir. Mais là, c'est devenu socialement acceptable de faire porter les problèmes du réseau de santé, les problèmes de l'hébergement, les problèmes de l'anglicisation sur des personnes immigrantes qui sont des individus. À la décharge de François Legault, il parle de l'immigration comme d'un phénomène sociopolitique. C'est rare qu'il cible les immigrants, qu'il personnalise le débat. On lui fait quand même un peu un mauvais procès là-dessus. Je comprends. Il ne personnalise pas. Là beaucoup. Mais en même temps, il faut en parler de l'immigration à un moment donné. Il y a 600 000 immigrants temporaires au Québec. Là. Il y a 600 000 immigrants temporaires au Québec. D'ailleurs, c'est un discours que reprend aussi Paul Saint-Pierre Plamondon. François Legault, là, dans son été, moi, je lui suggère de disparaître dans la forêt, près d'un petit feu de camp qui est très loin des incendies de forêt, et de réfléchir et de lire sur l'immigration. Parce que quand François Legault s'est absenté ou s'est fait plus discret dans les derniers mois, soudainement, la cote de popularité de la Coalition Avenir Québec a remonté un peu, ou du moins a cessé de chuter de manière catastrophique. Et je lui suggère de réfléchir à la contribution que les immigrants peuvent avoir au Québec. Et comme relationniste, parce que j'ai pas ce mandat-là dans cette chronique, mais si j'avais à former un politicien à parler de l'immigration, je l'inviterais aussi à questionner énormément notre capacité d'accueillir. Pas le fait qu'on ne veut plus accueillir. Je pense qu'il faut, si on veut parler de seuil d'immigration, faisons-le de manière cohérente. Si on veut parler de la façon dont on accueille les personnes immigrantes, puis si on veut dire il y en a trop d'immigrants, on en prend trop, au lieu de dire il y a trop de monde chez nous, il faudrait dire on veut mieux accueillir les gens. Le premier ministre avait un discours dans sa première campagne électorale qui était en prendre moins et en prendre soin. Depuis ce temps, le Québec a choisi 21 000 dossiers d'immigrants temporaires de trop qu'Ottawa a dû probablement recevoir ou repousser, parce que le Québec a quand même la détermination des certificats de sélection pour les travailleurs étrangers temporaires. Le Québec a fait tout un discours sur les anges pendant la pandémie, alors qu'aujourd'hui, ces anges qui sont venus nous sauver, on les regarde d'un mauvais œil parce qu'ils nous volent nos services sociaux, ils nous volent nos places en CPE, puis ils nous volent nos logements. Puis même si on ne dit pas que c'est eux, parler de l'immigration sans parler des immigrants, c'est comme parler des céréales sans parler du lait que tu vas mettre dedans. Ça n'a aucun bon sens. Alors, il faut quand même avoir un discours qui, si le Québec se questionne sur sa capacité d'accueil, sur sa capacité de franciser, pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas de financement qui vient avec des services en francisation? Pourquoi on ne finance pas correctement les organismes de francisation? On ne change pas la donne? Pourquoi on oblige un immigrant qui arrive chez nous à choisir entre nourrir sa famille ou apprendre le français? Puis au bout de 6 mois ou d'1 an, on le met en échec devant un test de langue, puis on dit, vous ne satisfaisez pas à nos exigences, vous n'avez pas réussi votre intégration, vous ne parlez pas bien. On veut pas leur payer des programmes sociaux, puis on veut pas payer pour les faire vivre, mais on veut qu'ils travaillent et qu'ils deviennent francophones, mais qu'ils ne demandent jamais aucun service. Ça, c'est un discours qui est difficile. Et parler d'immigration sans parler des gens qui sont issus de l'immigration,
c'est extrêmement périlleux. D'un autre côté, s'il parle des gens, on risque de lui reprocher précisément de stigmatiser les personnes puis les humains. Oui, mais on le fait pareil. Parler d'immigration, c'est parler des gens qui immigrent. C'est juste de la langue de bois pour essayer de pas parler des gens. Maintenant, s'il trouve qu'on choisit mal notre immigration, est-ce qu'on pourrait savoir comment le Québec a choisi les gens à qui il a donné un certificat de sélection du Québec? Si le premier ministre trouve qu'on en a trop des immigrants, puis qu'on nous explique comment on va offrir nos services publics sans la contribution des personnes immigrantes, nombre de ces personnes-là sont des immigrants temporaires qui vivent chez nous. On veut avoir un meilleur emploi, plus de placement, de la productivité. Est-ce qu'on peut comparer la productivité des Québécois en ce moment par rapport à toutes celles et ceux qui viennent offrir des services qu'on ne veut pas faire? Convenons, Marie-Ève, qu'on ne peut pas aspirer à diriger le Québec si on ne se fait pas une tête et un programme sur l'immigration. Qu'on s'en fasse une, puis qu'on la fasse correctement. Dès qu'on touche à ce sujet-là... C'est quoi nos seuils? Oui, ben voilà, exactement, c'est ça. Il faut les fixer. C'est quoi notre capacité? Absolument, il faut discuter de ça, il faut chiffrer ces choses-là. C'est quoi l'option s'il y a trop de personnes immigrantes qui arrivent dans nos aéroports? C'est quoi la relation de pouvoir qu'on va avoir avec Ottawa pour déterminer? Si Ottawa ouvre trop grand les bras, c'est quoi l'option? Est-ce que François Legault est prêt à dire, nous, l'option, c'est de décider pour nous-mêmes de fermer nos frontières? Absolument. Mais justement, ce sont des sujets délicats, difficiles, sur lesquels, des fois, on a l'impression que d'autres partis d'opposition, qui se drapent de vertu, puis je pense à Québec solidaire, mais aussi au Parti libéral du Québec, ont pas de programme, proposent rien, critiquent, mais proposent rien. C'est vrai parlons, on n'a pas beaucoup de temps. On a parlé de M. Legault. Tu lui as suggéré de lire le livre de Mme Drimonis. Oui, tout là. Parlons du chef de l'opposition officielle, M. Tanguay. Mais en fait, parlons plus généralement de la course au leadership au PLQ, parce que M. Tanguay ne sera pas chef indéfiniment. Non. Mais peut-être qu'il est déçu, puisqu'il avait un peu remonté dans les intentions de vote. Par contre, on sait déjà que Denis Coderre, lui, sera candidat et qu'il a annoncé qu'il allait à la Denis. À la Denis avec une conférence de presse fleuve devant le Parlement, des amis autour de lui. Conférence de presse dans laquelle, lui, il en a parlé un peu de l'immigration, puis de dire, moi, j'ai vécu à Montréal, je sais ce que c'est qu'une population, puis que c'est une richesse, puis c'est un fédéraliste affirmé. Par contre, il s'inscrit en disant, nous, sous Denis Coderre, les libéraux seront en faveur de la loi 21. On laisse ça comme ça. La religion n'a pas sa place dans nos institutions. Alors, Marc Tanguay va... Comment tu vois ça, toi, cette prise de position-là en faveur de la loi 21 pour devenir chef d'un parti qui est viscéralement opposé à cette loi-là? Viscéralement, peut-être pas, parce que la précédente chef, Dominique Anglade, elle avait dit... Laissons les tribunaux se prononcer. On parle de la loi sur la laïcité. La loi sur la laïcité, 21, qui est protégée par la clause de dérogation, qui fait que quiconque voudrait contester cette loi ne peut pas le faire devant le tribunal pour demander au tribunal de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Est-ce que le droit de porter un signe religieux et d'occuper certaines fonctions, surtout celles dans l'enseignement? Alors, on a dit, les policiers, ils ont un uniforme, les juges, ils portent la toge, puis ils ne portent pas de signe religieux. Ça fait partie des us et des coutumes. Donc, les personnes en situation d'autorité, c'est principalement les enseignants. Et dans le cas qui nous intéresse, les enseignantes qui portent le voile. Donc, ça finit par être une mesure qui vise principalement des femmes et des musulmans. Ouais, mais ça plaît pas au Parti libéral. Ça plaît pas au Parti libéral, mais ce qu'on dit, c'est laissons les tribunaux se prononcer. Puis ce que les détracteurs de cette question nous disent, c'est les tribunaux sont nommés par le fédéral et le fédéral est multiculturaliste et veut faire disparaître le Québec francophone. Ça, c'est un discours qui, moi, m'irrite au plus haut point, là. Mais que Denis Coderre arrive avec une position qui est diamétralement opposée. Ça le positionne aussi comme chef, dire, moi, je changerai des choses. Moi, j'aurai des positions qui sont différentes. Sortons de l'immobilisme du Parti libéral et de ces façons de faire qui font, entre autres, qu'on dit que ce parti, c'est un parti de communauté culturelle d'anglophones et de Montréal. Et Denis nous dit, pour me rapprocher de nos régions, je me présenterai non seulement dans Bellechasse, et là, il y a eu une théorie intéressante là-dessus qui a été lancée récemment par un analyste politique, et il dit aussi, j'irai dans toutes les circonscriptions et je ferai des soupers spaghettis. Il est bon là-dedans. Il est bon là-dedans, Denis, mais entre l'automne et le 24 juin, manger 125 fois du spaghetti, Denis, moi, je lui suggère cet été de poursuivre ses marches de santé comme il les a faites sur le chemin de Compostelle. Y a-t-il des chances, selon toi? Tout le monde a des chances en politique.
tout le monde a une chance en politique. Il a le courage de se présenter. Certains diront qu'il a la naïveté et l'idée de s'accrocher au pouvoir et qu'il ne sait rien faire d'autre. Il a des chances parce qu'il existe des gens qui trouvent que Denis a une crédibilité, un passé. On lui reproche sa dernière élection à Montréal, mais avant ça, Denis Coderre avait été élu et réélu plusieurs fois. Il a eu la confiance de ses concitoyens à plusieurs reprises, puis ça, ce n'est pas à dénigrer. Je pense pas, par contre, qu'il parle aux jeunes, et je l'ai déjà dit, je le répète, une des distinctions du Parti libéral par rapport aux autres partis, c'est qu'un tiers des voix sont données aux jeunes libéraux. Même s'ils sont 12 jeunes libéraux à se présenter, s'ils votent tous les 12 pour un autre candidat, ben il vient d'y avoir 30% du vote qui appartient à cet autre candidat. Pour réussir à combler la différence en allant chez un électorat de militants qui sont plus âgés, ça demeure un défi. Il y avait un des candidats pressentis, Carl Blackburn, qui ne se présentera pas, on le sait, pour des raisons médicales, de santé. C'était quand même un gros nom, M. Blackburn, qui connaît bien le parti. Je pense qu'il a été organisateur. Il a été organisateur, il a été député. Il a été dans la députation sous Jean Charest à plusieurs reprises. C'est un gars qui est connu, c'est un gars de Robertval. Donc, c'est des circonscriptions où le Parti libéral gagnait sous des personnes beaucoup plus que sur le parti lui-même. Par contre, je pense que le parti voulait beaucoup plus de Carl Blackburn que Carl Blackburn voulait se présenter comme chef. Il était flatté, il est toujours dans les événements. C'est quelqu'un qui a ses accointances, même s'il est au conseil du patronat. Aujourd'hui, il garde une distance saine, mais il participe quand même, il vient dans les événements, on le voit. Que Carl représentait un peu ce que certains voudraient comme chef, c'est-à-dire un gars blanc, de région, expérimenté, mais pas trop vieux, qui a son franc-parler, mais qui n'a pas trop la langue de bois, mais qui est capable d'avoir des politiques. Avec une crédibilité. Une crédibilité. Ouais. Est-ce que il y en a d'autres, des gens comme ceux-là? Bien, évidemment, on parle beaucoup de Charles Milliard, mais lui aussi va partir sur la route du Blé d'Inde pendant l'été. Puis l'événement à surveiller, bien, ça va être le congrès des jeunes qui a lieu au début du mois d'août, puis qui est un peu le début du retour aux affaires de la politique. C'est toujours ce qui marque finalement un peu l'espèce de rentrée politique. Qui sera là? Bien, surveillé, puisqu'il y a peut-être des gens qui ne seront pas encore avérés comme candidats. Qui sont pas dans les médias, qui sont pas dans les médias, causer la surprise. Causer la surprise ou qui attendent patiemment parce que finalement, faire une course à la chefferie, ben, c'est se priver de revenus pendant toute la période pour une personne qui se mettrait en réserve de la République. En attendant, ben, plus tu annonces tôt, moins tu as de revenus pendant une longue période et c'est prohibitif aussi. Québec solidaire, il y a une candidate officielle seulement pour le co-porte-parole féminin. Je pense que ça va être décidé à l'automne, ça. Ça va être décidé à l'automne, donc on a repoussé à l'automne. Ouais. Une candidate, Ruba Gazal. D'abord pour l'été, là, moi je souhaite à Gabriel Nadeau-Dubois un peu de repos puisqu'il attendra un bébé surprise. Oui, on a ça cette semaine. Je pense que ça va le faire réfléchir beaucoup puisqu'il était resté au Parti de Québec solidaire comme chef en disant, entre autres, ben on verra à l'automne, puis je suis flattée, mais plusieurs avaient dit qu'il pouvait peut-être réfléchir à laisser son poste éventuellement. Avec une bouche de plus à nourrir, je suis pas certaine qu'on réfléchit de la même façon à quitter sa job. Alors peut-être qu'il va prendre un peu de repos cet été pour se préparer à avoir l'énergie l'année prochaine jusqu'à la prochaine élection. Il va peut-être pas penser à quitter son emploi. Ruba Gazal, qui, cette semaine, on lui reproche une bévue puisqu'elle a décidé de faire du porte-à-porte et d'inviter les électeurs des Français au Québec à voter pour le regroupement populaire de gauche. On reproche à Éric Lefebvre, un député qui était autrefois caquiste, d'avoir déjà annoncé qu'il était candidat pour les conservateurs et de faire campagne sur le bras des deniers publics pour un parti autre. Mais là, on a une députée élue qui fait de la politique pour un parti ou pour un regroupement de partis de gauche d'un autre pays au Québec. Je pense
pas qu'elle a pris une pause de son salaire puis qu'elle est déjà en vacances ou en congé. Alors, est-ce qu'il devrait y avoir une saine réserve ou est-ce que les forces de la gauche, que certains qualifient même d'extrême gauche à certains moments, est-ce que ces forces-là ont l'obligation de solidarité qui fait qu'une députée québécoise qui aspire à être co-porte-parole féminine de son parti puisse militer pour des partis politiques qui ont certains indésirables aussi. Là, tous les partis politiques ont des indésirables, mais... Mais le Front de gauche en France actuellement, c'est quelque chose là, avec la France insoumise. Moi, la France insoumise, que tout le regroupement qui vient avec, là, y a là-dedans, oui, des positions qui sont plus draconiennes et des individus qui ont... La course a été déclenchée très vite en France. Hein? M. Macron a pris tout le monde par surprise. Puis là, on s'est un peu précipité pour avoir des candidats. Puis dans ces candidats-là, il y en a certains qui sont imbuvables. Moi, j'ai hâte de voir le binôme que formeraient Mme Gazal et Gabrielle Nadeau-Dubois si elles devaient remporter ce siège-là. Parce qu'ils ne m'apparaissent pas représenter exactement le même courant de pensée au sein de Québec solidaire. Mme Gazal est plus radicale, il me semble. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Mais Mme Gazal et M. Nadeau-Dubois sont aussi très montréalocentristes. Puis le parti a des difficultés à s'illustrer en dehors de Montréal et à faire grandir sa députation. Pour faire grandir une députation, non seulement il faut avoir des votes partout, mais il faut avoir une majorité de votes dans une circonscription hors Montréal, et c'est là que le bas blesse, parce qu'il y a des solidaires partout au Québec, et je pense qu'il y a un travail à faire là, mais je pense pas que c'est je pense que Gabriel Nadeau-Dubois va être actif tout l'été, mais moi je lui suggère de se reposer parce que l'automne va être difficile. Ils ont repoussé la question de la plateforme électorale à l'automne. Il va y avoir du travail à faire, fort probablement qu'il va vouloir le faire cet été, mais et moi je trouve ça bien que les élus, enfin, à Québec, aient des bébés, fassent des enfants. Il n'y a aucun motivateur, selon moi, plus pertinent à une réflexion politique que de penser à un avenir qui touche directement les gens qu'on aime, au premier chef, les enfants qu'on met sur terre. Parlant de bébés, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a trois enfants, c'est ça? Je pense que c'est 3. Je pense que c'est 3, ouais. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, je lui souhaite... Attendez un petit peu, qu'est-ce que je lui avais souhaité? Paul Saint-Pierre Plamondon. Je lui souhaitais une tournée cet été. Parce que, il doit se trouver des candidats, parce qu'il a le vent dans les voiles. Il peut pas éternellement faire son caucus avec un familial 4. Alors, il va falloir qu'il rencontre des gens, rencontre des femmes. Il y a un caucus entièrement masculin en ce moment. C'est pas dans l'habitude du Parti québécois, là. Je pense que c'est une anomalie ponctuelle. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, qui faisait très récemment une publication pour dire il y a maintenant 600 000 temporaires. Ce ne sont plus des immigrants temporaires. Ce ne sont plus des travailleurs étrangers temporaires. Ce ne sont plus des personnes, ce sont des temporaires. Il faisait une longue publication sur Twitter pour dire 600 000 temporaires. C'est pas du vrai monde, c'est du monde qui compte pas, puis c'est du monde de trop. Tu pinailles pas un peu, Marie-Ève, sur les mots, ça me là. fait plaisir, en plus. Ça me fait plaisir. Parce que je pense que c'est pas anodin quand on écrit une publication sur des réseaux sociaux de choisir, d'escamoter des mots. C'est un choix. Et quand on écrit, puis il n'a pas le luxe de faire comme moi puis de dire, moi, je paye pas pour écrire plus que 200 caractères sur Twitter parce que je veux pas encore... Non, il a le petit crochet bleu, son profil est vérifié, il a la possibilité d'écrire long s'il le souhaite. Qu'est-ce qu'on a sauvé en ne mettant pas le mot immigrant ou en ne parlant pas de personne? On parle de temporaire. Et il nous dit que c'est trop. Moi, ce que je lui souhaite cet été, c'est une belle tournée des PME. Je l'invite à aller dans les PME, puis à aller rencontrer les entrepreneurs partout sur le territoire, puis à leur demander combien de travailleurs étrangers temporaires voulez-vous laisser aller à la fin de leur certificat de sélection. 600 000, c'est énorme. Puis il y a une grosse partie du patronat qui est d'accord avec ça aussi. Oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Quand le patronat dit qu'il y a trop d'immigrants temporaires... Ce que le patronat dit, je pense qu'on est rendu à beaucoup. C'est qu'on a de la difficulté à servir ces gens-là. Mais le patronat ne nous dit pas où on veut couper. Quelle entreprise au Québec est prête à nous envoyer aujourd'hui? Voici, nous avons 12 travailleurs étrangers qui ne sont pas des permanents. Nous sommes prêts à en garder seulement 6 à la fin de leur certificat. Qu'est-ce qu'on va couper comme revenu? Qu'est-ce qu'on va... Oui. Puis le taux, le nombre d'emplois
disponibles ou vacants au Québec est en train de diminuer, puis le chômage augmente un petit peu. Puis la théorie, c'est de dire, bon, mais le chômage augmente parce qu'il y a plus de monde ici, puis on n'arrive pas à leur trouver des jobs. Mais il y a aussi la question de les employeurs, est-ce qu'ils ont levé le pied sur l'embauche? Et lever le pied sur l'embauche, mais ça veut dire que certaines entreprises n'ont pas nécessairement trouvé les personnes qu'elles cherchaient, mais elles ont cessé de chercher parce qu'il y a une inadéquation entre la disponibilité de main-d'œuvre et leurs besoins, ou ça devient beaucoup trop compliqué, puis on s'est dit, ben de toute façon, on a déjà des contrats à livrer, on n'est pas capable d'en prendre plus, puis ce serait beaucoup trop complexe d'embaucher des gens à ce moment-ci quand on n'a pas de certitude que le climat économique va s'améliorer, puis qu'on va être capable de les garder avec nous. Mais il n'y a pas personne qui milite pour prendre 600 000 personnes puis les retourner chez eux. Personne. Je pense que c'est le nombre qui parle cogne et il faut, faut parler d'une diminution de ce nombre-là. Diminution. Ce qu'on se dit, c'est les gens qui ne seront pas sélectionnés, peut-être qu'ils retourneront chez eux. Ce qu'on nous dit aussi, c'est les gens qui sont déjà sur un parcours, on pourrait les accueillir, mais il faut mieux répartir l'immigration sur le territoire. Savez-vous quoi? J'en suis. Mais non seulement dire, il faut répartir l'immigration sur le territoire au fédéral. Ça, c'est une question. Puis on fait porter beaucoup ça au gouvernement fédéral, dire prenez les immigrants temporaires là, puis mettez-les dans les autres provinces. Mais au Québec, est-ce qu'il y a un chef de parti qui va nous dire nous, on est content de vous accueillir, mais vous allez aller en Abitibi. On est content de vous accueillir, mais vous devez avoir votre code postal en Gaspésie. Vous devez avoir votre code postal sur la Côte-Nord. Légalement, on ne peut pas faire ça. Alors pourquoi on pourrait le faire au fédéral? Oui, non, je ne nie pas ça, mais ça met d'autant plus en exergue la grande complexité de ce dossier-là. Tout à fait. Et la province a le privilège de décider des certificats de sélection. Puis même si on dit là, toute la réunification familiale, les réfugiés, ça c'est le fédéral qui s'occupe de ça, mais ici on offre des certificats de sélection. Est-ce qu'on peut dire on n'en décerne plus dans la région de Montréal? Puis si vous voulez embaucher, ben vous devez nous démontrer que votre travailleur, il est dans votre région. Puis c'est comme ça qu'il va se franciser. Puis c'est comme ça qu'il va venir soulager une pénurie de main-d'œuvre qui est très souvent à Montréal, en région, beaucoup plus qu'à Montréal. Alors, et ça, je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. On a certains pouvoirs. Puis il y a de la régionalisation de l'immigration. Il y a des incitatifs qu'on pourrait donner aux personnes pour demeurer en région. Mais on veut pas le faire. Puis c'est compliqué. Puis c'est des dossiers auxquels on veut pas prendre la responsabilité d'un engagement comme celui-là. On a de la misère à envoyer des médecins et des jeunes médecins en région, malgré le fait que la population en général paie une grande portion de la scolarisation des médecins. Puis on dit, on veut pas leur imposer une zone, un endroit où travailler. Moi, je vois pas pourquoi il y aurait une incompatibilité à des politiques comme celle-là. Alors, M. Saint-Pierre Plamondon, moi, je l'invite à aller voir les PME, leur demander qu'est-ce que vous avez comme idée, comme solution. Puis tous les partis devraient se poser cette question-là. Tous les partis vont devoir se faire une tête sur le très compliqué dossier de l'immigration avant les prochaines élections provinciales. Ben, si on se donnait des seuils, on arrêterait de se faire dire qu'on est incapable de parler d'immigration et que c'est seulement par intolérance. Absolument. Mais les PME, les agriculteurs. Ah, mais ça, c'est un autre dossier. Les agriculteurs, l'immigration, les travailleurs saisonniers. Oui, c'est autre chose. Oui, il y en a beaucoup. C'est nécessaire. Puis là, on dit, ben, on les sous-paye. Bon, heureusement, il y a un salaire minimum. Il y a des conditions de vie qui devraient être mieux vérifiées. On a vu ça, des grandes bannières qui hébergeaient leurs gens. Oui, là, on est ailleurs. Il y a même un film qui a été fait là-dessus récemment, un film de fiction, mais qui dépeint, je pense, les conditions de vie. Je l'ai pas vu. J'ai oublié le titre. Enfin, bref. Mais faisons comme il faut, puis demandons-nous chaque fois qu'on voudrait bien que les Québécois aillent travailler dans les champs, puis s'ils étaient mieux payés, peut-être que nous, on irait au lieu de faire venir des Mexicains, puis demandons-nous combien on veut payer notre panier de fraises. Marie-Ève, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup pour ton inestimable contribution à Québec Réveil. Tu sais que tu es une des chouchous de notre public. Ben, je serai de retour si vous voulez encore de moi. Ben, c'est sûr qu'on veut encore de toi. Fait qu'on se revoit en septembre. Puis je te souhaite de bien te reposer toi aussi parce que tu le mérites. Merci et bon voyage. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bon voyage à toi. Bon été. Bon été. Bye bye. Vous voulez entendre des témoignages inspirants de personnes qui se